Mais évidemment, un podcast sur la parentalité en partenariat avec Spa, ça a coulé de source. Et puis surtout, Spa a toujours fait partie de ma vie. C'était cette eau qu'on ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Une des façons pour nos parents de nous dire « je t'aime », de prendre soin de nous. Comme si, en nous servant un verre d'eau Spa, ils nous murmuraient « on vous donne le meilleur parce qu'on vous aime et qu'on veut vous protéger ». Alors évidemment, c'est cette eau-là que je donne à mon fils depuis qu'il est en âge de boire de l'eau. Et vous savez quoi ? Cette bouteille bleue iconique me rassure. J'adore la voir trôner fièrement dans notre maison, un peu comme une Madeleine de Proust, symbole de souvenirs doux et rassurants. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu ce moment ? Celui qui a tout changé. Celui où votre bébé est né, où en même temps, vous avez senti naître en vous un instinct de protection. Cet instinct de vouloir être là, tout le temps, pour votre enfant, pour toujours. Cet instinct, c'est l'instinct de protection. Vous voyez exactement de quoi je parle, n'est-ce pas ? Eh bien, sachez que Spa le connaît aussi parce que eux aussi protègent. Ils protègent l'eau de Spa, bien sûr, et la nature autour de leur source. Depuis 1889, ils font tout pour protéger leurs sources de toute forme de pollution et préserver la pureté de leur eau. Une eau pure pour vous, pour vos enfants et pour les générations à venir. Parce que boire mieux, c'est vivre mieux. Et si vous voulez en savoir plus sur l'instinct de protection, je vous invite à consulter le site internet de Spa sur spa.be. Je tiens à remercier une fois de plus Spa de soutenir le podcast. C'est un véritable honneur de collaborer avec une aussi belle marque et qui résonne profondément avec mes valeurs et fait tellement de sens. Bonjour, je m'appelle Axel Balieu et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast belge qui lève le voile sur vos réalités de parents. Ici, on rassure, on déculpabilise, on informe. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Chaque histoire, chaque discussion partagée peut aider d'autres femmes, d'autres hommes à se sentir moins seuls. Alors, ensemble, tissons des liens, brisons les tabous et faisons bouger les lignes. Ici, chaque voix, chaque histoire compte. Installez-vous et embarquez avec nous dans cette discussion. Avec la naissance d'un enfant, ce n'est pas seulement un bébé qui vient au monde, c'est aussi une nouvelle femme qui se transforme. Anaïs n'est pas devenue juste une mère, mais une personne différente, traversée par une révolte douce, une énergie déterminée, une remise en question profonde. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si près de 70% des femmes disent que la maternité a changé leur manière de voir le monde. Beaucoup parlent d'une véritable métamorphose intérieure. Une quête de sens viscéral, une prise de conscience du rôle qu'elles veulent jouer dans la société. Parce que, au fond, donner la vie, c'est aussi se confronter à la sienne. Et cette quête n'est pas toujours douce. Elle s'accompagne de questions brûlantes. Comment concilier ce feu intérieur, ce désir de faire bouger les lignes, avec le besoin très concret de payer les factures ? Alors, comment rester aligné quand la culpabilité vous dévore au quotidien ? Comment porter en même temps la responsabilité d'un enfant et le poids d'un monde qui ne tourne pas rond ? Anaïs a ressenti tout ça avec une intensité particulière. Son histoire commence avec un vide. Un père absent dès la naissance, une mère très jeune, peu de structure, pas de modèle stable, une peur viscérale de l'abandon. Alors, quand son enfant est arrivé, elle a pris une décision. Faire autrement. Ne pas reproduire, reconstruire, offrir à son bébé un socle solide, rassurant, aimant, pas parfait, mais vrai. Elle n'est pas militante avec une pancarte. Elle est cette femme en éveil, en mouvement, qui interroge, qui bouscule, qui veut casser les codes, trop lisses et briser l'héritage transgénérationnel. Elle parle de transmission, elle parle de réparation et de cette envie de tendre la main à son enfant intérieur pour avancer. Et en même temps, il y a la réalité du quotidien. Chaque matin, ce déchirement quand il faut déposer son bébé à la crèche. Ce pincement au ventre qui vient nous rappeler qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Parce qu'on veut le meilleur pour son enfant, mais on sent aussi que le système n'est pas pensé pour les mères, ni pour les familles. Alors, il est évidemment légitime de se poser la question suivante. Les révolutions ne commenceraient-elles pas dans les bras des bébés ? Bref, je n'en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Bonjour Anaïs. Hello Axel. Je suis ravie d'encapsuler ton histoire aujourd'hui. Déjà, j'ai envie de te remercier pour ta confiance, pour l'enthousiasme que tu m'as transmise à travers les réseaux sociaux. Merci. Je pense que tu as énormément de choses à dire et à transmettre.
Effectivement, merci beaucoup en tout cas de me recevoir et en fait c'est parce que tu m'inspires tout simplement. C'est pour ça que je t'ai contactée au culot pour voir si mon histoire pouvait t'intéresser et encore merci de m'accueillir dans ton magnifique studio. Merci, avec grand plaisir. Mais du coup, on va commencer directement dans le vif du sujet. Yes. Je voudrais d'abord te demander, tu te présentes de la manière dont tu le souhaites. Ok, alors je m'appelle Anaïs, Ouais. j'ai 29 ans, je suis l'heureuse maman d'une petite fille qui s'appelle Alba, elle a 1 an maintenant, la compagne de Jonathan, et alors je travaille en marketing, plus particulièrement en événementiel. Et en fait, je suis aussi multicasquette parce qu'avant ça, j'étais prof de danse pendant 10 ans. Ah oui. Oui. Plein de danses, que ce soit classique, contemporain, cardio dance. J'ai vraiment fait une multitude de danses. J'étais aussi prof d'espagnol et d'anglais pendant un petit temps. Voilà. Et voilà. Et là, en fait, je cherche un petit peu à remettre du sens dans ma vie, si je puis dire. Ok. Voilà. Tu cherches du sens. Oui. Mais on va d'abord commencer par tes racines, par ta construction, comment toi tu t'es construite. D'abord petite fille, adolescente, jeune femme, mère. Oui. Donc on va vraiment se concentrer d'abord sur toi, Anaïs, petite fille. Qui étais-tu? De quoi rêvais-tu? Et dans quel contexte familial tu as grandi? Alors, moi, je suis née dans une famille qui était un petit peu cabossée, si je puis dire. Ma maman m'a eu très jeune, à 19 ans, avec mon géniteur à l'époque qui avait 10 ans de plus qu'elle. Et en fait, ma maman était une grande danseuse aussi. Et voilà, ça vient d'elle. Et en fait, il l'avait repérée parce que lui travaillait dans le show business flamand, etc. Et il a vu en elle à mon avis, une petite proie et aussi un petit potentiel. Hein. Il voulait faire d'elle une starlette à l'époque. Et ils se mettent ensemble. Et là, au début, tout se passe bien. Je pense qu'il montrait qu'il était solide. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de charisme. Il avait un métier aussi un peu de rêve. Voilà, il avait tout ce dont, à mon avis, une femme pouvait rêver, en tout cas de ce qu'il montrait. Et en fait, une fois qu'elle est tombée enceinte, il a complètement switché. Alors, il faut savoir qu'à la base, ça venait de lui. C'était une demande de lui. Il voulait être papa. Et en fait, une fois qu'elle est tombée enceinte, il a switché et il s'est dit, en fait, non. Je voulais juste voir à quel point tu m'aimais. Si tu étais capable d'aller jusque-là pour me prouver ton amour, maintenant, l'enfant, je n'en veux plus. Sauf que je suis déjà bien installée, voilà, je suis à mon avis bien dans le bidou de ma maman et elle ne veut pas avorter. Et de là, le problème, c'est que s'enchaînent les violences psychologiques, mais aussi physiques envers ma maman. Et du coup, elle ne peut pas rester dans cette relation, mais je pense qu'elle essaye d'y croire, parce que c'était pas du tout son rêve d'élever un enfant dans une famille désunie. Elle avait déjà connu ça auparavant, donc je pense qu'elle s'est vraiment accrochée au peu d'espoir qu'elle avait. Et en fait, au moment d'accoucher, donc quelques mois plus tard, elle se retrouve dans la salle d'accouchement toute seule. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait tout simplement pas être là. Il préférait aller boire un verre avec ses copains, regarder un match de foot plutôt que de la soutenir. Et donc, en fait, il n'est jamais venu. Il ne m'a pas reconnue non plus. Donc, elle était toute seule à 19 ans, en train d'accoucher, ce qui n'est pas rien. Enfin, on est toutes les deux passées par là et on a besoin de tout le soutien du monde. Et de là, en fait, elle a coupé la relation définitivement. Et d'abord, on n'était que toutes les deux dans un cocon. On habitait près de Louvain. Et ça, c'était les 3 premières années de ma vie. Donc, seule avec ma maman. Et j'étais un enfant apparemment assez colérique quand même. On voyait que j'étais pas en paix. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à grandir, elle a rencontré mon beau-père. Oui. Et là, on a déménagé à Liège, parce qu'à mon avis, ça s'entend hein, que voilà, j'habite du côté de Liège maintenant. Et franchement, j'ai mis tous mes espoirs sur cet homme. Tu te rappelles vraiment de ça, de cette rencontre, de cet homme qui arrive dans votre vie? Ah oui, je le vois encore arriver et je dis à ma maman, oh, je l'aime bien. Il est beau, il ressemble à Zorro, je lui dis. Et oui, un petit peu Antonio Banderas comme ça, mais oui, je le trouvais charismatique, beau. C'était vraiment la figure paternelle que je n'avais jamais connue, parce que moi, à ce moment-là, mon papa, je ne l'avais jamais vu. Ah oui. Donc, tous mes espoirs sont en lui. Tous tes espoirs sont en lui parce que tu as envie d'un papa? Ah oui.
Oui, je voyais bien tous mes copains, mes copines à l'école. C'était papa qui allait le rechercher. Il y avait vraiment ce lien unique avec ma maman. Je n'avais vraiment qu'elle. Parce qu'en plus... Pas de frères et sœurs en plus. Voilà, pas de frères et sœurs à l'époque. Donc, j'étais toute seule à la maison. Et voilà, là, on fait notre petit nid. Tout se passe très bien dans un premier temps. Et puis, quand je dois avoir 6-7 ans, là, le géniteur refait surface. Il vient toquer à la porte de ma maman et il se dit, tiens, en fait, j'ai envie d'avoir un peu la garde, j'ai envie de la connaître, cette petite. Sauf que il voulait pas vraiment me connaître. Il a demandé la garde parce qu'il voulait que sa maman à lui, donc ma grand-mère paternelle, puisse me voir de temps en temps. Donc là, on doit aller au tribunal, etc. Et ça, j'ai vraiment des souvenirs où c'était long. On me donnait des petits jouets pour attendre le verdict, etc. C'était vraiment très, très, très lourd. Est-ce que tu te rappelles, toi, à ce moment-là, et maintenant aussi avec le recul... quel regard tu portes, tu vois, sur cette période, est-ce que tu as un peu ce sentiment où tu es finalement un peu contente de se dire, OK, je vais retrouver mon papa, des racines, ou tu te dis... Pas du tout. Ah oui, j'avais vraiment peur parce que je le sentais en moi que c'était quelqu'un qui n'inspirait pas du tout confiance. Donc, j'y allais vraiment avec les pieds de plomb. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé parce qu'après, j'y suis allée petit à petit. Donc, c'était quoi ? Tous les mois, un week-end par mois, je pense, ou toutes les 2 semaines. Enfin, vraiment peu. Et en fait, quand j'y allais, soit il ne restait pas avec moi. Sa maman venait me chercher directement une fois arrivée à la maison. Et le peu de minutes où je l'ai côtoyé, il était exécrable, violent avec ma belle-mère. C'était vraiment une atmosphère très, très anxiogène. Malheureusement, avec le tribunal, j'étais obligée d'y aller. Et jusqu'au jour où, là, je suis chez ma grand-mère et elle, malheureusement, elle n'était pas toute clean non plus. Elle avait la boisson facile. Et en fait, ce jour-là, elle vrille complètement. Alors, je ne la juge pas parce que je sais qu'elle, au moins, elle m'aimait, etc. Mais elle était complètement malade. Elle était alcoolique. Et ce jour-là, elle n'était plus elle du tout. J'ai vraiment eu peur pour ma vie à ce moment-là. Elle n'était plus elle-même. Et heureusement, à l'époque, on apprenait les numéros de téléphone par cœur. C'était la première chose qu'on apprenait aux enfants quand ils allaient à droite, à gauche. Et là, j'ai téléphoné à ma maman en disant, écoutez, là, il faut venir me chercher. J'ai peur. Et je me souviens que j'ai quand même dû appeler mon géniteur à l'époque en disant, écoute, là, je rentre. Ça ne va pas du tout. T'avais quel âge à ce moment-là ? 7 ans. Quelque chose comme ça. Parce que j'étais en 3e primaire. Je me vois encore dans la cour et pleurer à chaque fois les vendredis parce que je ne voulais pas y aller. Et donc je devais avoir 7 ans. Et à ce moment-là, je me souviens qu'il me dit au téléphone « Ah, tu ne veux plus rester Ok, pas de souci. » Et il n'est même pas venu me chercher, même pas venu me consoler alors qu'il habitait juste à côté de chez ma grand-mère. Et c'est ma maman qui est venue me chercher et je ne les ai plus jamais revus. Et là, tu as senti une forme d'apaisement en toi ? Tout de suite. Rien que quand je repense à cette histoire, je me dis, OK, ça, je pense que ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire à l'époque. C'était vraiment... Ah oui, je me suis sauvée, littéralement, d'une situation qui était horrible. Mais tu avais quand même réussi à tisser un certain lien avec ta grand-mère ? Oui, quand je pense à elle, je sais qu'elle m'aimait trop et mal, mais au moins, elle avait ça à m'apporter. Oui, c'est ça. Et à l'époque, c'était déjà beaucoup, vu que je manquais un petit peu d'amour étant enfant. C'est vrai que, voilà, au moins, j'ai ça, quoi. Ce petit lien avec elle. Et tu ne la vois plus du tout aujourd'hui ? Non, là, je sais qu'elle ne fait plus partie de ce monde. Okay. Mais oui, jusqu'au bout, je sais bien que, voilà, elle était malade, elle n'y peut rien. Et elle a fait ce qu'elle a pu. Et malheureusement, c'était mieux comme ça. Et comment tu te construis du coup dans votre famille nucléaire avec ta maman et du coup ton beau-père Antonio Banderas. Mais écoutez, super bien au départ parce qu'on était juste tous les 3 et ça se passait vraiment bien. Ta maman était apaisée aussi ? Oui, à l'époque, oui, très. Je la voyais très fusionnelle avec lui, ça vivait dans la maison, il était très chouette, très enjoué, de bonne humeur, etc. Franchement, ça, à ce moment-là, j'ai que des bons souvenirs. Et toi, tu étais moins en colère ? Tu disais, les 3 premières années, tu étais une petite enfant plus colérique Peut-être un peu moins, oui.
Mais toujours quand même ce feu en toi. Toujours, il est toujours là, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il était peut-être un peu plus enfui. Oui. Et j'étais plus dans le moment présent, on va dire, plutôt que dans les angoisses du passé. Et puis mon petit frère est arrivé. Et ça, moi, j'étais aux anges. C'est mon premier petit frère, Nathanaël. Et c'était gai. J'avais vraiment l'impression que là, c'était une famille unie. Là, on est bien, on est heureux, stable. Sauf que la réalité nous rattrape. Et que là, je vois bien que mon beau-père, du coup, se dit, en fait, là, j'ai un vrai lien. C'est celui avec mon fils, mon sang, que je n'avais pas avec Anaïs, parce que c'est pas ma fille. Donc, je pense qu'à ce moment-là, la petite colère qui était partie commence à revenir, où je me dis, oh zut, là, je suis en train de le perdre. Donc, je suis un peu jalouse, un peu en colère. Je vois qu'il y a des injustices parce que lui, c'est un garçon, moi, je suis une fille. C'était bizarre, parce que lui, il vient d'une famille sicilienne, avec une éducation vraiment à l'ancienne. Et il me le faisait clairement montrer. Et ça s'est pas du tout arrangé avec l'âge. Tu te révoltais Au début, pas du tout. Au début, j'avais vraiment ce truc de « Ok, je sais que ça va bien se passer si je fais tout comme il faut. » C'est ça. Donc, tu voulais rentrer dans les cases, en fait. Ah oui, je voulais absolument qu'il m'aime, quoi. Donc, j'étais la petite fille parfaite. Ok, je débarrasse la table, j'ai des bonnes notes à l'école, je fais mon petit lit, je fais plus encore que ce qu'on me demande. Et tu joues avec ton petit frère? Tout. Si on me demande de m'en occuper, je le fais, aucun souci. J'étais vraiment une petite fille modèle. Mais avec le recul, mon Dieu que c'est triste, j'avais perdu cette spontanéité de même jouer librement, de faire des bêtises. J'avais plus ça. L'humour ne faisait plus partie de mon vocabulaire. C'était « Ah non, je dois juste être belle, tais-toi et fais. » Voilà, ça c'était vraiment... de cette manière-là. Et tu danses à ce moment-là? La danse, et ça te... Oh, heureusement, d'ailleurs. Heureusement qu'à ce niveau-là, il a été parfait dans le sens où il était à fond dans les activités, où limite, on me poussait aussi à être parfaite là-dedans. Donc, je faisais plus de 10 heures de danse par semaine. Je voulais en faire mon métier. C'était vraiment salvateur parce qu'au moins, je pouvais m'échapper et être un peu plus libre là-bas. Même si avec la danse classique, j'avoue que c'était aussi très strict. Mais à ma manière, je pouvais un peu me libérer quand même. À quel moment est-ce que c'est le moment charnière où tu vois vraiment que les choses évoluent dans le mauvais sens? Alors là, parce que tu as la naissance du deuxième petit frère. Ah oui. J'ai la naissance du deuxième petit frère également. Et là, je vois que ça ne fait que renforcer les injustices. Là, c'est vraiment flagrant. C'est plus dans ma tête. Et là, je suis déjà en secondaire. Premier petit copain aussi. Je suis en 3e, 4e secondaire. Et là, j'ai envie d'un peu plus de liberté. On ne me l'octroie pas alors que je coche toutes les cases. Ah oui, je vois que... mes copines sont autorisées à faire beaucoup plus de choses que moi. Donc, il y a déjà une petite révolte aussi à ce niveau-là. Mais je ne discute pas trop. Je me dis, OK, c'est l'éducation qu'on a décidé de me donner. Ce n'est pas grave. Sauf que je grandis au fur et à mesure. On arrive à l'université. Donc là, je suis quand même une adulte. J'arrive, je fais littérature et langue moderne. Et en fait, je m'inscris à l'université grâce à la maman de mon petit copain qui me dit, qui m'encourage vraiment à l'époque. Parce que c'était pas le chemin qu'on te... Non? Pas du tout. Déjà à ce moment-là, malgré le fait que je voulais être la petite fille parfaite et modèle, on m'avait clairement dit, de toute façon, t'es nulle en maths, donc t'arriveras pas à faire l'université, tu n'es pas capable. C'était des petits pics comme ça à chaque fois. À ce moment-là, je parle pas encore d'harcèlement moral, mais au quotidien, il y a quand même de petites baffes verbales. Et toi, tu rêvais de quoi? Tu rêvais d'être danseuse, mais tu voulais quelque part aussi faire de l'université? Alors à la fin, je rêvais même plus de tout ça, parce que j'avais plus d'espace pour rêver. Je rêvais juste de partir de là et de créer ma propre vie. Là, à ce moment-là, j'ai perdu toute innocence. Je veux juste... construire ma vie, quoi. Vraiment, et m'émanciper. Ça, c'est mon rêve. Ah oui, parce que du coup, tu te sens en fait prisonnière d'une vie qui ne te convient pas, en fait. Ah oui, pas du tout. Mais sauf qu'à ce moment-là, je suis un peu jeune, j'arrive pas encore à placer des mots sur ce qui se passe. Je me dis juste, OK, il est sévère, strict, j'ai pas beaucoup de liberté, je dois vraiment être un bon petit soldat.
Et ça ne suffit pas. Donc, on essayait de me dire, OK, l'amour se mérite. Mais même quand j'étais à 100%, je ne méritais pas cet amour au final. Donc, je me suis vite dit, OK, il faut que je parte d'ici. Et avec ta maman, quelle relation tu entretiens avec ta maman? Alors, de base, on est très fusionnels. Heureusement qu'on a essayé de l'alimenter, etc. Mais c'est vrai qu'elle, au fur et à mesure de cette révolte, on va dire, entre moi et mon beau-père, elle savait plus trop où se mettre. C'est ça. Et je pense elle s'est mise aussi un petit peu en mode survie, en se disant, il faut que je sauve mon couple, et il faut que je sauve aussi la relation avec ma fille. Donc, en fait, elle a voulu pas trop s'en mêler au départ. Et donc ça, je me suis dit aussi, OK, est-ce que c'est vraiment la bonne manière? J'essaie de ne pas la juger, mais à l'adolescence, c'est plus fort que nous. Évidemment. On juge, fatalement. Et donc, heureusement que ma belle-mère de l'époque m'inscrit à l'université en disant, écoute, tu parles déjà plusieurs langues, je pense que c'est fait pour toi. Et d'où ça devient d'ailleurs, le fait que tu parles plusieurs langues? Donc, je suis née en Flandre, donc ma première langue est le néerlandais. Ah, c'est marrant. Mais purée, tu parles d'un français avec un liégeois. accent liégeois. Alors que la meuf est flamande, quand même. Il faut quand même le préciser. Je m'adapte. Voilà. C'est drôle. Oui. Et donc langue maternelle... Néerlands. Ah, oui. Ah. Incroyable. Oui. Et donc voilà, je pense que ça vient de là. Et l'espagnol, d'où ça vient? Ah, mais là, je suis tombée amoureuse de l'espagnol. Et t'as appris comme ça toute seule J'ai appris en secondaire, c'était ma deuxième langue. Ouais. Et ben bon, on va pas se dire non plus que les cours de langue en secondaire, c'est pas là où on devient bilingue. Attention, j'étais prof quand même. Ah ben oui, mais c'est pour ça. Ça t'ouvre des portes. Ah oui, mais comment est-ce que t'as appris cette langue vraiment à l'école Vraiment, oui, et surtout après à l'UNIF aussi. Ah oui, c'est ça. Où là, on a des profs bilingues et t'as que des cours en espagnol et en anglais. Limite, en français, t'en as plus. Donc c'est vrai que tu t'es en immersion totale et j'avoue que c'est plus à l'UNIF qu'en secondaire que tu apprends la langue. Oui. Et du coup, ton ex-belle-mère, elle voit un potentiel en toi. Ouais. Elle te dessine un chemin, en tout cas, elle t'aide à prendre un chemin. Clairement. Heureusement que ma vie, dans tout ce malheur, que j'ai pas encore terminé de raconter, mais j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont mise un peu sur le droit chemin, notamment elle qui m'a vraiment poussée à faire des études, par exemple. Et surtout, ça a été ma première vision de ce qui pouvait se passer dans les autres chaumières, où là, je me suis dit, ouïe, là, c'est bizarre, il y a une paix quand j'arrive dans cette maison, on ne parle pas mal aux enfants, il n'y a pas cette espèce de hiérarchie, c'est bizarre, on peut rigoler, ok. Et donc, c'est vrai que ça, c'était... là, je me suis posé des questions. Okay. Et puis, à l'UNIF, là, je fais des rencontres de dingue. C'est que j'ai des profs qui viennent vraiment du monde entier, que ce soit Amérique latine, Espagne, Amérique. Et en fait, même mes profs masculins se revendiquaient féministes. Vraiment, hein. Et là, je me suis dit, tiens, je pense qu'il y a vraiment un décalage entre ce qui se passe chez moi et dans le monde en général. Oui, là, du coup, en fait, tu t'ouvres au monde. Complet. Ah oui, j'étais plus fermée à la maison. Oui. Et surtout que déjà, à l'époque, j'allais un petit peu en douce chez mon ex-petit copain parce que j'avais pas le choix. Et c'est comme ça que j'ai vu que c'était pas pareil du tout dans les autres maisons. Et là, je me suis dit, OK, il y a un problème. Et là, j'ai commencé à ne plus me laisser faire, à répondre quand je sentais qu'on me manquait de respect. C'était des petites choses, hein, mais pour débarrasser une table, on me le disait même pas. On tapait sur la table, par exemple. Et puis, je vous disais, c'était des petits pics à droite, à gauche. C'était très, très pesant. Et puis, à un moment donné, où le conflit est devenu tellement loin qu'il a décidé de ne plus me parler. Du jour au lendemain. Top. Génial. Super. Ah oui, c'était... Une ambiance... incroyable. Comment résoudre des soucis au final, hein, fermer la communication. Et donc, vraiment, du jour au lendemain, switch. Ça commence à être pesant. C'est que je rentre chez moi et là, il ne me parle plus. Sauf qu'il a tellement une autorité et une emprise que plus personne ne me parle. Ah, du coup, même le lien avec tes petits frères se rompt. Se coupe. Ah oui, et ça, c'est très dur. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a cette coupure avec eux. Parce que j'ai pas pu alimenter ce lien, parce qu'à un moment donné, ils avaient peur même de m'adresser la parole en se disant « on va créer un conflit à la maison ». Donc, on ne me parle plus. À un moment donné, je ne suis même plus la bienvenue à table. Donc, pendant des années, j'ai mangé dans ma chambre et je devais raser les murs
vraiment pour accéder à cette foutue chambre. Donc j'étudiais là-dedans, je mangeais là-dedans et j'en sortais juste pour aller en cours. Et t'en parlais un petit peu autour de toi ou comment tu gères ça Au début, pas beaucoup. J'avais mon ex-petit copain avec qui je suis restée 7 ans, donc oui. Heureusement que j'ai pu un petit peu en parler. Mais sinon, mes amis proches, on va dire qu'il y en avait 2 qui étaient au courant, mais j'étais gênée. Mais c'est ça. Je n'osais pas dire que moi, j'avais pas mangé avec ma famille, quoi. Et surtout que ma maman essayait toujours de dédramatiser la situation, de faire sentir que, OK, c'est pas grave, je n'ai rien fait de mal. Et donc, parfois, elle me faisait quand même des petits plats en douce. Voilà, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Mais elle-même, je pense qu'elle avait très peur des répercussions, en fait. Et donc, à ce moment-là, ça devenait vraiment un cauchemar jusqu'au jour où il y avait la dispute de trop, où ça a été beaucoup, beaucoup trop loin. Mais où, en fait, toi, ton bol était plein. Ah oui, c'était plein. C'était plus un abandon, en plus, avec le géniteur. Oui, parce qu'à la base, c'était ça aussi, le gros trauma. C'était, tu as été abandonné par le géniteur. Ah oui, oui. Tu voulais absolument être aimée par ce beau-père avec qui ça se passait bien. Tu as la naissance de tes petits frères. Et là, tu te rends compte que en fait, tu vis un abandon par lui. Ah oui, oui. J'imagine que j'étais de trop, en fait. C'est vraiment ce que je me dis. Et c'est ce que mon corps aussi a ressenti. Encore maintenant, parfois, j'ai du mal à prendre toute cette place. J'ai du mal à être spontanée aussi parce que je me dis, si je ne suis pas exactement comme on m'imagine ou comme on voudrait que je sois, on va me rejeter. Et du coup, tu as l'impression de jouer un peu un rôle dans ta vie, même avec tes amis, etc. Pendant longtemps, en tout cas, oui. C'est ce qu'on m'a beaucoup reproché, d'ailleurs, par après. Oui. J'ai vu que c'était un truc qui était un peu récurrent, que dans certaines amitiés, alors heureusement, j'ai un noyau dur, mais dans les rencontres que je faisais, c'était un petit reproche qu'on me faisait souvent. Et là, je me suis vraiment posé des questions et j'ai compris. Ça devait te faire mal, en fait. Ah oui, très. Parce que c'était pas du tout ce que tu voulais. C'était l'inverse de ce que je voulais. Et en fait, ce côté, je veux m'adapter à toi, je veux absolument que ça se passe bien, était perçu trop, peut-être. Ah oui, j'étais faux cul ou j'en faisais trop, alors que pas du tout. C'était pas ça que tu voulais. Ah oui. Et ça, c'est grâce à mon compagnon aujourd'hui que je suis un peu devenue beaucoup plus moi-même, très alignée et en paix avec la personne que je suis. Donc voilà, je le remercie pour ça d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est grâce aux rencontres tout au long de ma vie que j'ai pu un petit peu me rapprocher un peu plus chaque jour de moi-même. Mais c'est vrai qu'à la base, on m'a clairement mis des bâtons dans les roues. Oui. Donc, quand on a un début de vie, quand on se construit en tout cas sur des bases aussi fragiles, aussi compliquées. Et comme tu viens de dire quelque chose de très fort, où tu te sentais de trop... Comment trouver sa place dans la société, tu vois? Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je suis restée longtemps en colère. Attends, parce que là, on va trop vite. Parce que là, tu disais, donc il y avait eu la dispute de trop. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ma maman intervient et elle se dit, OK, mode survie, elle switch complet. Et là, en fait... j'ai de l'aide grâce aux autorités, grâce au CPAS belge. Parce que là, tu décides de partir, en fait. Je décide de partir. En fait, je n'ai plus le choix. Là, vraiment, On te dit de partir ou tu veux partir? Un peu des deux. On me fait clairement comprendre que la porte est là, quoi. Et que je ne suis plus du tout la bienvenue. En plus, c'était le jour de mon anniversaire. Donc, je m'en souviens très, très bien. Et, à 18 ans, j'imagine? Un peu plus tard, j'avais 20. Ouais. Et là... Donc, les autorités arrivent, j'ai de l'aide et je suis déjà donc, avec mon compagnon actuel. Et en fait, sa maman travaillait au CPS. Donc, heureusement qu'elle m'a aidée parce qu'à ce moment-là, j'étais à bout de force. Mon âme était sortie de mon corps. Je n'étais plus... Dissociée. Ah oui, complètement. Heureusement qu'elle est arrivée dans ma vie pour vraiment me donner cette force, cette dernière petite... force qui me restait pour avoir l'énergie de faire des papiers, trouver un logement. Parce que ça, c'est pas facile. C'est quand on se retrouve sans aucune aide, avec une maman qui était en vrac complet parce qu'elle devait dealer avec sa propre histoire, etc. Et encore une fois, elle a fait ce qu'elle pouvait. Et Ou toi, t'es complètement perdue, je rejetée. suis perdue. Ah oui, je n'ai plus personne. Surtout que,
la famille que j'ai construite ici, c'est la sienne. Donc, je ne me vois pas aller demander de l'aide à mes oncles, mes tantes, mes cousines, parce que c'est son côté à lui. Moi, toute ma famille du côté maternel est en Flandre. Je ne les vois pas beaucoup. Je n'allais pas appeler en disant, écoutez, là, je suis à la rue, j'ai besoin d'aide. Et puis, comme tu disais, tu avais honte. Complètement. J'avais l'impression que c'était de ma faute, qu'encore une fois, j'avais pas été digne d'être aimée et que, j'avais pas fait les choses correctement, donc j'avais... Et tu voulais sauver les apparences aussi, et du coup, oui. coûte que coûte, toute seule, je vais me relever, mais il te reste peu d'énergie. Et... oui. Et du coup... Tu disais, c'est pas évident en fait d'entreprendre des démarches, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, moi j'ai déjà entendu ça aussi, si ça te plaît pas, t'as qu'à aller au CPAS, comme si c'était... c'est pas facile. Hein. Non. Parce que tu dois prouver, légitimer, j'imagine. Oui. Ici, heureusement que j'ai pas dû prouver, parce qu'en fait les preuves étaient là, c'est que la police est intervenue. Donc heureusement que ça, c'était déjà acté, oui. Et donc ça a été relativement smooth, mais c'était vraiment pas facile. Et t'es en cursus universitaire à ce moment-là. T'es Je suis en première master. Mais quand même, tu réussis l'uni. Oui, je ne sais pas comment, mais oui. Je crois que ça, c'est la résilience que tu as en te disant... C'est ta carotte. Si tu réussis, là, tu construis ta vie, la vie que tu mérites, quoi. Oui, parce que étudier... Enfin, tu vois, c'est déjà tellement difficile. L'université, déjà, gérer ces nouveaux copains, cette nouvelle vie, parce que quand même, on débarque dans un nouveau monde. Surtout quand tu as été cloisonné pendant toute ton adolescence, où tu n'as pas pu avoir les libertés que tu voulais. Tout d'un coup, tu trouves en fait une liberté, des nouveaux amis... Même presque, du coup, une nouvelle vie que tu peux... Ah oui, et en plus, là, j'ai rencontré donc mon compagnon actuel. Ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Ah oui. Donc, j'avais pas envie de lui montrer cette facette-là de moi, côté famille bordélique. Non, je voulais lui montrer que tout allait bien. Mais t'as dû lui dire à un moment donné... Oui. Et là, sa maman t'aide. Voilà. Heureusement qu'elle est là. Oui. Donc, Et là, du coup, tu prends un logement... Oui, juste à côté de chez elle. Heureusement, d'ailleurs, que c'était libre. On remet tout à neuf. Elle m'aide à peindre, etc. Mais tu vis pas avec... Non, bon, il est très vite venu, parce que sa chambre était littéralement à côté de la mienne. Donc, le coco, il a vite déménagé. Mais il y avait un cadre où ses parents essayaient de quand même que vous viviez votre vie d'étudiant. C'est ça. Quand même, chacun chez soi, c'est le début d'une relation. Autant commencer d'une bonne manière quand même. Mais toi, j'imagine que tu t'accroches très, très fort à lui. Ah oui. Oui, c'est ça. Avec le recul, je me dis, mais mon Dieu, il en a eu du courage quand même, parce que oui, c'était mon dernier espoir, quoi. Toi, tu peux pas m'abandonner. Et je me dis, zut, j'espère qu'il s'est pas senti un peu emprisonné. Heureusement, il m'a dit que non, qu'il avait su faire la part des choses, etc. Mais c'est vrai qu'on se pose la question. On se dit, zut, qu'il n'ait pas pitié quand même, qu'il reste avec moi pour les bonnes raisons. Oui, pitié, ou j'imagine que, dis-moi si je me trompe, mais que tu as dû développer en fait parfois des comportements... de la jalousie, tu vois, parce que peur de l'abandon. Oui. Donc, et pas un peu. C'est ça. Oui, il a connu mes traumas à vif, quoi. Et il a dû réparer ton petit cœur et mettre un pansement, alors que c'est pas tellement son rôle, mais... Non. Mais en fait, c'est ce que toi, tu attendais de lui. Ah oui. Au début, j'étais vraiment fucked up. Hein. Ah oui. Je ne sais pas comment ça se fait qu'on a réussi à construire cette relation aussi saine, in fine, parce qu'au départ, il n'y a rien qui est OK, hein, parce que donc, du coup, j'ai cette peur de l'abandon, je suis dépendante affective, du coup, je suis jalouse pour un rien, j'ai peur de le perdre, je suis toujours en colère aussi contre tout ce qui m'est arrivé, je suis en colère contre mon géniteur, ma maman un petit peu quand même à l'époque, contre mon beau-père, contre même ses oncles et mes tantes qui ne savaient peut-être pas l'histoire, mais au final, personne n'a demandé après moi. Donc je me dis, j'étais vraiment seule. Donc parfois, cette colère, évidemment, qu'elle était là. Cette spontanéité était parfois perdue. Heureusement, il a essayé comme tu dis, de réparer mon petit cœur, etc. Mais j'ai vite compris que je devais faire un travail sur tout ça, parce que sinon, ça n'allait jamais tenir.
C'était pas possible. On ne peut pas mettre autant de pression sur une seule et même personne. Non, oui, mais ça, tu le dis maintenant avec le recul. Oui. À l'époque, tu n'avais pas conscience que pas du c'était tout. de la pression que tu mets Non. sur quelqu'un. Et puis, bon, ça doit développer une hypersensibilité, ça doit développer Oui. beaucoup de pleurs. Le moindre truc, c'est l'injustice, c'est crier très, très fort parce qu'en fait, on n'est pas content, mais on se sent incompris. Surtout quand en face de toi, je pense, tu as un compagnon qui, lui, est dans une famille aimante, avec un cadre qui doit, en fait, ne pas te comprendre. Ah, pas du tout. Et tu dois t'en vouloir et pleine de culpabilité, de dire, oui, mais en oui. fait, moi, je suis la tarée de l'histoire. Exactement. T'as trop bien résumé ça. Tu étais là, en fait. Mais oui, c'est vraiment ça. Et je me souviens d'une anecdote où là, je me suis dit, OK, je crois que là, je vais vraiment tomber amoureuse, que ce soit de lui ou de sa famille. C'est ça. J'arrive chez sa maman. Et lui, il vient aussi de parents divorcés. Hein, donc, il y a sa maman. Son frère est toujours là aussi. Et on est au petit déjeuner. Et là, évidemment, moi, je mets la table. Voilà, je viens d'une famille stricte, donc je fais les choses correctement. Et là, sa maman demande un toast. Donc, il va faire son petit toast. Et là, au moment où c'est prêt, ding, il prend le toast, il dit « Maman, c'est prêt !» Elle lève son assiette, il lui lance, elle le rattrape, elle le met sur la table. Et là, je me dis « Wow !» Où est-ce que je suis tombée ? Ça ne m'est jamais arrivé, je n'ai jamais vu ça. Autant de légèreté, en fait. Autant de légèreté, de l'humour. On peut boire un verre, en fait, avec sa maman. On peut parler de tout, on peut rigoler. C'était des choses qui, chez nous, ça n'est jamais arrivé. On n'invitait personne. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc, moi, je suis tombée dans la maison du bonheur, hein, comme j'appelle ça. Puis tu te dis, c'est la chance de ma vie, en fait. Ah oui. Là, je me dis, il y a vraiment un truc à faire. Oui. Et là, je me suis dit, OK, on va faire un travail sur soi, on va essayer de s'apaiser, on va essayer de trouver cette même légèreté que lui a, en fait. Et qu'est-ce que tu mets en place ? Je lis beaucoup à l'époque, vraiment beaucoup de livres sur le développement personnel, etc. Et qu'est-ce que tu comprends ? Alors, ce que je comprends, c'est qu'on a tous un rôle à jouer et qu'on choisit sa famille malgré nous. Donc, si je l'ai choisi, c'est qu'il y a une raison et c'est qu'on a tous un petit truc à s'apporter. Et donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'eux m'avaient apporté ? Inversement, je note, hein, j'écris tout. En plus, j'étais en littérature, donc j'avoue que j'écris facilement. Et puis, je vais voir des psys aussi, évidemment. Je fais de l'EMDR, donc pour traiter tout ce qui est traumatisme, parce que clairement... Parce que tu te rends compte... Là, donc, effectivement, quand tu sors tu arrives à l'UNIF, tu rencontres ton petit copain et déjà ton ex-belle-mère, tu t'ouvres au monde, tu rencontres des profs, c'est ce que tu disais, tu avais rencontré beaucoup de gens. Donc, tu te rends compte que, en fait, ce que toi, tu n'as vécu, ce n'est pas la norme, ce n'est pas ce que tu devrais vivre et que, du coup, tu as énormément de traumas que tu acceptes finalement. Au début, pas du tout. En fait, je pensais qu'en lisant et en allant voir des psys, ça allait suffire. Mais sauf que j'ai vite compris que j'avais une auto-analyse assez facile. Assez développée. Oui, grâce à tout ça, on va dire. Il y a beaucoup de lucidité, finalement. Oui. Et donc, c'était pas suffisant. Et donc, c'est pour ça que j'ai été faire de l'EMDR, ça de l'hypnose. Ça m'a aidé, vraiment beaucoup. Et là, en fait, parce que l'EMDR, juste pour que tout le monde... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent, mais il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est, l'EMDR. Tu sais expliquer en quoi consistaient tes séances ? Ce dont je me souviens, c'était qu'on m'a expliqué que j'avais des traumatismes qui étaient ancrés dans mon corps et que grâce au mouvement oculaire, je pouvais effacer petit à petit... Déplacer le trauma, en fait, dans une partie du cerveau qui te permet, en fait, d'apaiser... C'est ça. Ouais. Okay. Oui. Donc, je fais ces séances et alors là, je me rendais vraiment compte que j'avais des triggers et on m'expliquait que c'était vraiment on-off. Si on me disait quelque chose qui faisait écho à un traumatisme ou on faisait quelque chose, il n'y avait pas de demi-mesure, je pouvais vraiment exploser. Et là, je me suis dit, OK, c'est pas normal et ça m'a vraiment, vraiment aidée. D'ailleurs, je conseille, s'il y a des personnes qui vivent ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est salvateur. Et tu as su
identifier clairement les triggers. J'essaie de trouver un mot français pour les gens des déclencheurs. Oui. Mais toi, tu es trop forte. Te féliciter pour ton éloquence. Oh, merci. Mais meuf, tu parles 3 langues, t'es néerlandophone, mais tu parles Merci. trop bien. Ça me touche venant de toi. Ah, et tu disais, tu m'inspires, mais là, c'est toi qui m'inspires. Oh là là. Tu as su identifier les triggers, les choses qui te faisaient... qui te déclenchent. Oui. Encore maintenant, hein, c'est un petit combat au quotidien parce que ça, c'est le travail d'une vie et c'est pas en quelques séances que ça s'efface. Et qui est certainement bouleversé la naissance de ta fille où il y a d'autres choses qui jouent. Mais on y reviendra après. Oui. C'est vrai que les déclencheurs, assez bateaux, c'est si je ressens un minimum de rejet ou d'injustice ou d'irrespect. Ah, c'est ça. Là, je ne suis plus moi. C'est très dur de me faire même redescendre parce qu'en fait, je suis complètement partie. C'est tout mon corps se rappelle de cette souffrance et il faut vraiment du temps pour que je redevienne moi. Et ça, c'est encore dur, encore au quotidien, parce que de l'irrespect, ça peut parfois être banal. Hein. Les personnes ne veulent pas te faire du mal ou ne veulent pas manquer de respect, mais c'est malgré eux. Pour eux, c'est de l'humour. Mais toi, tu n'as pas vraiment vécu dans un environnement avec de l'humour, donc fatalement, peut-être que tu penses que c'est de la moquerie. Donc oui... encore au quotidien, ça se travaille, ça. Oui, donc vraiment l'irrespect, l'injustice, et peut-être qu'on valide pas tes émotions. Oh oui. Oh, l'incompréhension. Bah oui, là, t'as mis le doigt dessus. C'est le plus gros. Le plus gros. Oui, parce que fatalement, comme on ne laissait pas du tout de la place à mes émotions et à ma parole, même, je me vois encore parfois pleurer ou dire là, je suis pas d'accord, etc. On pouvait me rire au nez. Hein. Donc, c'est vrai que quand, par exemple, on me dit même « Oh, Anna, t'exagères !» Oh non, mais j'exagère pas du tout, en fait. Oui. Là, maintenant, je me sens mal. Donc, j'ai juste besoin de quelqu'un qui me dise « C'est OK. Si t'as besoin de pleurer, on pleure. T'as pas besoin de pleurer avec moi, mais on prend 5 minutes et c'est OK. C'est pas grave. » Et c'est vrai que ça, j'ai compris que petit à petit, cette validation, je dois pas la chercher chez les autres. Ça doit venir de moi. Et oui, ça aussi, c'est un truc qui se travaille au quotidien. Mais oui, parce que surtout quand tu... 22 ans, 20 ans ou 22 ans? Oui, 20 ans quand ça débute, mais... Quand vous êtes en train de construire votre couple, et bon, là, tu sais pas que ça va devenir l'homme de ta vie, non. Et tu j'ai de l'espoir, hein. Voilà, t'as un coup de foudre, tu te dis, bon, lui, je mets le grappin dessus, et bon, vous êtes en train de construire votre histoire d'amour, vous avez 20 ans, à 20 ans, on est tout jeune, on veut juste vivre d'amour, d'eau fraîche et de légèreté. Toi, tu dois toujours être prise entre deux feux, encore une fois, là, j'imagine, dis-moi si je me trompe, que tu essayais d'être validée par ton mec, parce que tu avais envie qu'il t'aime, mais surtout qu'il ne parte pas, mais que du coup, ces triggers te font... Ah oui, il y a lui, il y a sa famille aussi. Hein. Je veux être validée par toute la famille. Je veux accepter aucune critique. Moi, à ce moment-là, ce serait la critique de trop. Ah ouais. Et t'as peur de te briser ou... Complet, oui. Et d'ailleurs... Un petit truc, c'est que quand on ne veut vraiment pas quelque chose, généralement, on a tendance à attirer l'inverse. Donc voilà, petit conseil. Voilà. Oui, du coup, parce que tu voulais trop... Je voulais tellement être validée par tout le monde. Que du coup, tu étais invalidée. Oui, alors pas par sa maman, heureusement, mais au départ, oui, j'étais vraiment là, mais elle en fait trop, celle-là. C'est qui où est-ce que tu as été me la chercher, tu vois c'est ça, ouais. Oui, alors heureusement, c'est plus du tout le cas, et maintenant, j'en rigole. Mais c'est vrai que... Et ça, c'est une injustice pour toi aussi. Ah oui, je me dis, mais allez, je suis toute gentille, j'essaye de bien faire les choses, et au final, non. Oui. Donc oui. Ok. Et t'arrives, vous en discutez. Comment est-ce que vous construisez votre couple, votre histoire d'amour? Elle évolue comment Elle évolue très vite, mais positivement. Ça veut dire qu'on s'apporte vraiment tous les deux plein de choses, en fait. Lui, comme il avait vécu beaucoup de légèreté, on va dire ça comme ça, il manquait un petit peu de... Je ne vais pas dire de profondeur parce que c'est péjoratif, mais aussi de quelqu'un qui pouvait peut-être... aller dans l'analyse, avoir des discussions profondes, le soutenir sur une certaine évolution personnelle. Maturité aussi. Maturité, beaucoup.
Parce que voilà... Toi, tu as dû apprendre à être mature très, très vite. Oui, lui, quand il s'est présenté à moi, il a dit, bah voilà, Jonathan, feu follet. Voilà, pour te dire à quel point il était foufou, quoi. Et vous vous êtes rencontrés comment, d'ailleurs? Oh, dans le carré de Liège, le fameux. Oh, mais ça aussi, c'est une belle anecdote, c'est que moi, je fêtais mon célibat, en fait. Ouais. J'étais célibataire depuis quelques semaines. Oui, du coup, la personne avec qui tu as été pendant 7 ans. Ouais. Mais, tu vois, ça aussi, ça veut en dire long. 7 ans de relation quand on est adolescente. C'est pas, c'est pas normal, on s'entend. Oui. C'est que je cherchais réellement une stabilité quelque part. Ça. Parce Oui. qu'à 14 ans, se dire je reste avec la même personne toute notre vie. Enfin voilà, évidemment que tout était... Il n'y a rien à jeter dans cette relation. C'était un petit amour d'enfant, très sain, etc. Mais c'est vrai que je me suis réveillée après en disant « Ok, j'ai pas envie de mourir idiote. J'ai envie de vivre d'autres expériences et de me retrouver moi aussi. Ah. » Parce que j'avais jamais été moi-même toute seule. J'étais soit chez moi, mais de trop, ou soit avec lui, et jamais vraiment seule. Donc, j'avais cet appel du « Ok, vis ta vie, en fait. Et donc, du coup, tu fêtes ton célibat. Oui, avec des copines. Grosse fiesta. Grosse fiesta. Et là, bah oui, il y a un petit feu follet à notre table. Et pourquoi il s'appelait feu follet? Parce qu'il disait qu'il était un petit peu foufou, quoi. Okay. Je ne connaissais pas ce terme. Si ça se trouve, je l'emploie mal en tant que flamande, mais voilà. C'était comme ça dans mon téléphone, en tout cas, Jonah, feu follet. Et il vient à moi. Et en fait, il connaissait bien ma copine. Et qui était une copine de longue date, en plus. Et elle dit, oui, c'est le meilleur ami de mon mec, tu l'as jamais vu. Et en fait, il se trouve que lui aussi avait été en couple pendant 7 ans. Ah oui. Et en fait, on s'était jamais croisés. Ouais. Et voilà, lui aussi, à ce moment-là, est célibataire. Il est tombé sous le charme de tes beaux yeux, j'imagine. Bah, c'est ce qu'il dit, mais... oui, ah là là. Et oui, il vient tout de suite m'aborder. Et là, en fait, on ne se quitte pas de la soirée. Mes copines étaient un peu fâchées, d'ailleurs, mais c'est vrai que je m'amuse trop avec lui. Je rigole comme jamais, mais vraiment. Il me fait danser. Moi, en tant que danseuse, on m'avait jamais fait valser comme ça. Ça, c'était génial. Vraiment. En plus, il sait pas danser bien. Voilà. Mais certainement pas à ta hauteur. Évidemment, aussi, on te prend comme repère. Voilà. Mais il était... incroyable, de bonne volonté, quoi. Il me faisait vraiment valser. Et je me souviens qu'il flirtouillait, il essayait un peu de m'embrasser, un petit peu dans le cou, enfin, très sensuel. Mais j'étais pas prête. Ah oui. Donc, évidemment, il ne se passe rien. Mais on s'amuse tellement bien qu'on reste toute la soirée, toute la nuit, jusqu'au petit déjeuner ensemble. Ah. Et on fait que papoter. Alors, je vois que de son côté, il y a cette envie d'aller plus loin, mais non. Et heureusement, parce que je rentre chez moi, à l'époque, encore dans ma chambre. Retour dans la chambre. Retour dans cette petite chambre. Et là, première chose que je fais, j'appelle ma meilleure amie. Et là, je lui dis, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, mais vraiment, c'est mon nouveau meilleur ami, quoi. Vraiment, ah oui, je lui dis ça, cash. Pas coup de foudre. Au début, pas. Coup de foudre, en tout cas, sur le caractère. Oui. Mais c'est vrai que je n'étais tellement pas prête à regarder même d'autres garçons que je me dis, oui, non, j'avais même embrassé personne, quoi. Oui. Donc, tu vois, j'avais eu un repère niveau bisous, donc je me dis, non, c'était encore important pour moi à l'époque. Et donc, c'est ce que je lui dis. Elle me dit, c'est quoi son petit nom? Et là, je lui dis, Elle me dit, mais en fait, c'est mon sex friend. Non. Si. Oh merde. Là, je tombe des nues. Parce qu'en plus, j'avais été un peu sur les détails, en plus en disant « Oh oui, il m'embrassait dans le cou, machin. » non. Et là, je dis « Je suis vraiment désolée. » Moi, j'ai pas retenu. Parce que tu sais, à l'époque, en couple, je retenais pas les noms de toutes mes amies. Voilà. Et je dis « Zut, mais écoute, ne tracasse pas. Je le bloque de partout. Je respecte. Hein, je ne le verrai plus jamais de ma vie. » Tu m'étonnes. Je continue à le croiser à chaque fois en ville, etc., quand je vais boire un petit verre, etc. Et en fait, lui, il se trouve qu'il ne baisse pas les bras et il contacte plusieurs de mes amis en disant « Écoute, Anaïs, c'est la femme de ma vie, il faut que j'essaye quelque chose, etc. » Et oui, il a persévéré. Et là, heureusement
qu'on s'est recroisés, que tout s'est bien mis. Et là, nous revoilà 8 ans après, quoi. Incroyable. Oui. Et Oui, quand, oui, donc quand vous vous rencontrez, bon, c'est compliqué. Bon, après, tu quittes ta petite chambre, sa maman l'aide, t'es dans ton appartement. Bon, c'est un peu compliqué, t'es rempli de traumas, mais en tout cas, tu travailles énormément sur Mhm. toi-même. T'essayes de faire ton maximum, mais pour te réparer toi et surtout pour plus qu'on t'abandonne. Et après tout ça, comment votre relation, elle évolue? Est-ce que vous parlez d'enfants? Est-ce que toi, quel rapport tu avais à la maternité? Moi, je savais que d'office, je voulais des enfants. Alors, c'est très bizarre parce que généralement, quand on est dans un climat un peu difficile, c'est pas spécialement la première chose qui te vient en tête. Mais moi, j'en rêvais. Mais au contraire, peut-être que tu rêves du coup d'une famille. Oui. Et je voulais aussi montrer l'exemple. C'est ça. Regardez, il y a moyen de faire autrement, en fait. Hmm. Et très vite, je disais à ma maman que je voulais des enfants. Mais à l'époque, je voulais même des enfants seuls, hein. Ah ouais. Je disais même pas besoin du papa, hein, de toute façon. Ah bah oui, évidemment. Même seule, j'y arriverais, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré mon compagnon, là, je me suis dit, OK, il y a vraiment moyen de fonder cette famille stable dont je n'osais même pas imaginer, au final. Et c'est vrai qu'on savait tous les deux qu'on voulait des enfants. On n'était peut-être pas d'accord sur le nombre à la base, mais on en voulait. Et sur le timing, ça, vous étiez d'accord? Oui. Ah oui. En fait, tout s'est trop bien mis. C'est que Parce que tu termines tes études. je termine mes études. Bravo, meuf. Merci. Et ta maman Oui, oui. vient, t'as remis de diplôme? Non. Non, non, non. À ce moment-là, je suis encore fort seule. J'ai pas encore fait cet exercice du pardon. Ça, c'est venu quelques années plus tard. T'as quelle relation avec ta maman au moment, au début de ta relation avec Jonathan? Au début, c'est vrai que je la vois pas beaucoup. C'est vrai que... Tu te réfugies Oui, beaucoup. Je me tu te réfugie, protèges. oui, clairement chez sa maman, chez lui, dans le petit cocon que je suis en train de construire. Mais elle te manque. Oui. Et elle n'est jamais vraiment absente parce qu'elle continue à m'appeler. On continue à beaucoup discuter aussi sur ce qui est arrivé parce qu'évidemment, elle s'en voulait énormément. Mais évidemment. C'était clairement pas l'issue qu'elle voulait. Évidemment. Elle est restée en plus avec lui aussi pendant très longtemps, donc elle ne l'a pas quitté tout de suite. Moi, au départ, je le voyais comme une injustice, hein. Mais Je me oui. suis dit, mon Dieu, elle Tu choisit. choisis. Oui. On est un peu à deux, donc c'est assez noir ou bien blanc. sûr. On se dit, elle choisit en fait sa relation plutôt que moi. Mais il faut pas oublier que derrière, elle avait aussi mes 2 petits frères, qu'elle-même aussi était sous une espèce d'emprise. Évidemment. Et voilà, et donc on parle beaucoup Donc, de vous ça. avez toujours du lien, vous en parlez. Oui. Toi, tu te réfugies, tu te protèges. Mhm. Elle se construit ou se reconstruit. Mhm. Ou, en tout cas, elle essaye de se dépatouiller. Mais elle, je pense sincèrement que ta maman a dû énormément souffrir. Et comme tu dis, c'était pas l'issue qu'elle Ouais. qu'elle voulait, mais qu'elle était certainement dépassée. Je pense, oui. Dépassée par une... Je pense elle s'est mise elle-même un peu en mode pilote automatique, en mode je survis, parce qu'elle, à ce moment-là, avait repris des études également, parce que comme elle m'avait eu très jeune, elle n'avait pas fait d'études au final. Ah, oui. Et donc, elle s'est dit, en fait, je vais faire mes petites études. Et voilà, il y a mes 2 petits frères qui sont toujours là, et le reste, je gérerai plus tard. Et donc, voilà, elle reconstruit un petit peu sa vie, etc. Mais c'est vrai que je les ai connus ensemble encore pendant des années. Et en fait, j'ai commencé à vouloir aller à la confrontation à nouveau quand j'ai senti que j'arrivais dans une impasse au niveau de ma guérison. C'est ça. C'est que je me suis dit, OK, j'ai tout fait, de l'hypnose, j'ai été voir des psys, etc. J'ai lu, j'en ai parlé. J'ai toujours un peu cette colère, il faut que j'affronte. Est-ce que tu souffrais ou... Tu vois, enfin, j'imagine que tu souffrais, mais tu vois, de moments où, justement, des moments familiaux que tu vivais dans ta belle famille te faisaient particulièrement mal parce que, en fait, ta maman n'était pas là ou que tu avais envie de vivre ça avec... Oui, c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais toujours ce petit pincement au cœur où C'est je ça. me disais, nous, on n'a jamais fait ce genre de choses, par exemple. Et c'est vrai que tout le long où je suis tombée dans cette famille, donc à partir de l'instant T jusqu'à encore aujourd'hui,
pour moi, cette famille est un exemple parce que on célèbre le moindre détail, on félicite, on est dans le non-jugement et la parole est libre. Et ça, c'est un truc que je n'avais jamais connu dans ma vie. Et c'est vrai que, heureusement, que je tombe sur eux et que ça m'ouvre les yeux, clairement. Et du coup, tu disais, tu arrives à la fin de ta guérison, mais là, qu'est-ce qui se passe tu n'arrives pas à guérir complètement, il te manque quelque chose. Il me manque vraiment un truc. Et là, je me dis, OK, justement, j'ai lu sur le pardon. Et avant d'avoir votre bébé, du coup? Oui, avant d'avoir le bébé. Et là, à ce moment-là, j'ai terminé mes études. Oui, je pense que c'est ça. Je rentre dans la vie active, je suis prof, voilà. Mais j'ai de temps en temps ces colères qui me rattrapent ou ces angoisses, beaucoup de crises d'angoisse, comme si le corps ou le cerveau était en manque de cette tristesse. C'est très bizarre à expliquer, mais il était conditionné à être mal. Et donc, même quand j'arrivais à des moments de bonheur ou quand j'avais accompli quelque chose, le lendemain, je pouvais angoisser, par exemple. Et je me suis dit, OK, je vais les affronter, tout simplement. Et donc, je suis allée dans cette fameuse maison familiale et j'ai discuté avec les deux, surtout avec lui, parce que lui, je ne l'avais plus entendu depuis quelques années, je ne l'avais même plus vu. Rien que regarder une personne dans les yeux alors que tu as l'impression que... Je ne savais plus le voir, je ne savais même plus sentir son odeur, voir son nom, c'était très dur. Et là, je dois être face à face. Et en fait, là, je me rends compte que pour lui, ça a été aussi une période exécrable. Il a demandé pardon. Ça, je ne m'y attendais pas et c'est même pas quelque chose que je demandais à la base. Moi, j'y allais vraiment dans moi dire, OK, je te pardonne. Tu as fait avec les moyens du bord, on va dire, ce que tu as pu. C'est-à-dire que je ne jugeais plus, en fait. Je me suis dit, OK, tu viens toi-même d'une famille qui ne t'a pas donné d'amour. Tu ne sais pas comment faire. C'est pas grave. Mais par contre, moi, mon rôle, c'est de te dire que là, c'est pas OK. Ce n'est pas normal de faire ça. Et il faut pas réitérer les choses avec mes petits frères. Là, je me suis dit que c'était ce qu'on avait, en fait, à s'apporter l'un l'autre. Alors, j'ai pas oublié. Mais maintenant, je suis en paix avec tout ce qui s'est passé et je ne lui en veux plus. Il a même vu ma fille, par exemple. Mais ils se sont séparés. Et ils se sont séparés. Et depuis, j'entends plus. Je ne l'entends plus, je ne le vois plus. Même pas un petit message. Enfin, si pour son anniversaire récemment. Mais sinon, c'est un mécanisme qu'il a toujours fait. Dès qu'il voyait qu'avec ma maman, il se disputait ou... il coupait le lien avec moi. Donc, mais le problème, c'est que là, maintenant, je suis blindée. Et puis, tu as autre chose... J'ai autre chose à faire. Ton focus est ailleurs. Voilà. Mais oui. OK. Et avec ta maman, comment ça se passe, cette discussion Je pense qu'elle est toujours dans son travail à elle, parce qu'elle doit faire justement tout ce chemin du pardon, même envers elle, etc. Mais elle est sur le bon chemin, elle a terminé ses études. Voilà. Bravo à ta maman. Merci, bravo. Elle a son chez elle. Ouais. Et voilà, elle fait vraiment du mieux qu'elle peut. Je pense que là, elle est vraiment actrice de sa vie et elle ne subit plus. C'est ça. Et ça, je pense que c'est le principal. My God. Oui, les femmes warriors. Les femmes warriors, oui, vraiment, vraiment. Mais du coup, toi, à quel moment est-ce que vous décidez de faire un bébé ? Est-ce que tu voulais être absolument apaisée ? Parce que est-ce que tu avais peur d'être une maman, je ne sais pas comment le dire, pas apaisée, mais... Trauma. Pardon, trauma. Oui, mais en fait, à ce moment-là, donc, on se dit qu'on va essayer. Au départ, j'arrête ma pilule, vraiment en mode... j'ai envie de sentir l'effet de mon corps sans pilule. Oui. Comme ça, génial. Je conseille. Oui, meilleur plan. Ah oui, incroyable. Et vraiment, je me sens mieux, une énergie de dingue, libido, n'en parlons même pas. Tout se passe trop bien. Et je lui dis, OK, là, on est sur le presque oui. Moi, sache que c'est OK. Oui. Et puis, ne t'inquiète pas, il faut longtemps avant d'avoir un bébé. Tracasse. Plus 9 mois de grossesse, donc on est parti pour 1 an et demi au moins. Voilà, exactement. Et j'attendais juste son petit feu vert, quoi, le petit clin d'œil, OK. Et rapidement,
il me le fait, ce clin d'œil. Ah. Ouais, donc en fait, il était vachement prêt. Mmh. Et en fait, je tombe enceinte super rapidement. Il te regarde dans les yeux et pouf. Et pouf, en one shot. Et le pire, c'est que je me souviens même, je pense, du moment où je tombe enceinte, parce que, enfin, en tout cas la période, parce que je commence à avoir des petites douleurs dans le bidou. Et j'ai un souper de Noël le soir et j'ai des fous rires, comme jamais. Mais vraiment, je pleure, hein, alors que ouais, ça m'arrive, mais pas non plus aussi souvent et aussi fort. Et à minuit, je m'endors sur la table. Mais vraiment, de fatigue, pouf. Je me dis, mais allez, je suis quand même pas déjà enceinte. Enfin, je suis l'application et tout, mais on avait mis toutes les chances de notre côté en se disant, OK, de toute façon, on va le faire tous les jours. Comme ça, on sait que si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un souci. Ça a fonctionné. Et alors, au moment où je fais pipi sur cette languette, on me dit que je ne suis pas enceinte. Je me dis, mais je n'y crois pas. C'est pas possible. J'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait. Et en fait, je l'avais fait beaucoup trop tôt. Et en fait, je ne savais pas qu'à l'époque, il fallait attendre vraiment le retard de règles pour savoir qu'on était enceinte, vu que moi, j'étais persuadée avant. Et donc, j'ai attendu cette fameuse semaine de supposées règles pour faire le fameux test. Et là, il était positif. Qu'est-ce que tu as ressenti? Une excitation et une joie. Oh, mais rien que pour ça, là, je pourrais repartir. Hein. Tellement, c'était les feux d'artifice. C'était tellement émouvant parce que c'est tellement pas une science exacte. On entend de tout de nos jours, des personnes qui ont du mal ou pas. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment toutes, je pense, cette petite crainte en se disant, et si ça ne marche pas? Et c'est vrai qu'en tant que grande angoissée, du coup, je me suis... Voilà, j'étais vraiment... j'avais du mal à switcher ma tête en me disant, OK, tais-toi, ça va peut-être bien se passer. C'est ça. Et effectivement, tout de suite, je suis tombée enceinte. Et comment tu entres dans cette grossesse? Comment tu l'entreprends, cette grossesse? Très positivement. Alors, au début, on fire. En plus, on déménage dans notre maison. Donc, vraiment, 2 semaines plus tard. Hein. Donc, bébé et maison en même temps. Donc, tu vois, quand c'est aligné et quand c'est ton moment... C'est ton moment. C'est ton moment. Et là, je me souviens que mes copines m'avaient déjà un petit peu cramée parce qu'elles disaient « Tiens, tu portes pas beaucoup de caisses. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis que tu es blessée à la danse. » Oui. Mais elles voyaient que je tenais parfois un peu mon ventre, quoi, parce que j'étais tellement contente que j'avais du mal à le cacher. Et oui, franchement, j'embrasse cette grossesse, quoi. Je suis trop contente. Et très vite après, les nausées me rattrapent. Ça, je m'y attendais pas. Hein. Des nausées, parce qu'on entend ça. Oui, mais tu sais pas tellement ce que c'est avant de vivre. Non, et puis quand tu veux être enceinte, tu veux ces nausées. Hein. Oui, je serais capable. Mais évidemment. Petit que nenni. Il est sorti, l'oufti. Ah oui. Pas du tout. C'était vraiment dur. Je me souviens que même le parfum de Jonah, j'avais du mal. Ah oui. Je lui disais, ne mets plus ce foutu parfum. Je n'en peux plus. Ah non, je vais te vomir dessus. Et oui, ça, c'était dur à vivre. Et émotionnellement, par contre, est-ce que tu avais peur d'être maman d'une fille ou d'un garçon? Oui. Ça, en plus, je ne l'ai jamais dit, mais c'est vrai qu'au départ, je me voyais plus avec un mec. Évidemment, parce que comme je voyais qu'il y avait une espèce de malédiction dans les filles chez nous, je n'avais vraiment pas envie de reproduire ce truc. Et puis, en fait, en tombant enceinte, c'est trop bizarre, je me suis vraiment dit, écoute, je serai capable. Je serai capable. Et très vite, j'étais confiante, j'ai vraiment embrassé ce truc de « OK, tu vas y arriver, ça va bien se passer, etc. » Sauf que tu as tes hormones en vrac aussi qui te rattrapent. Et là, j'ai voulu en fait prendre ma vie en main de plein de façons différentes. Donc, j'ai changé de taf à ce moment-là. Évidemment, très, très bonne période. Super période. Je ne conseille pas du tout. Mais j'avais écouté un vlog de Jill, figure-toi, qui elle aussi avait dit qu'elle avait fait ça parce qu'à ce moment-là, elle le sentait. Elle le racontait dans son vlog. Elle m'avait donné cette foutue énergie qui est passée, en tout cas, à travers ma TV. Tu ne voulais plus être prof? Je ne voulais plus. Okay. Je me dis, OK, moi, j'ai envie de tester un petit peu des nouvelles choses. Donc, je change. Donc, mais quelle idée! Parce que tu es crevée. Ah bah oui! Tu as des nausées. Et t'es enceinte surtout! Je suis enceinte. Qui va t'engager Ah oui, j'habite à Liège. Travailler à Louvain-la-Neuve,
peut-être pas une bonne idée, mais bon, bref, Ah, c'est à ce moment-là où tu te fais engager par la société qui Eh t'emploie ouais. aujourd'hui. On peut le dire, parce que j'adore cette boîte. Ah, ben voilà, on peut Odoo. Odoo, le fameux logiciel de gestion. Très belle boîte. Oui, très, très belle boîte. Et oui, je tombe sur une équipe vraiment en or, etc. On est toutes mamans. Et t'as pas peur de dire que tu es enceinte? Pas du tout. Et c'est pas un problème? Pas un problème du tout. Génial. Ouais. Et quand même, là, du coup, t'es enceinte, tu changes de taf, tu dois apprendre de nouvelles personnes. Ouais. Tu vas travailler à Louvain-la-Neuve, t'habites à Liège. Oui. Après, c'est sur l'autoroute. Oui, honnêtement, ça va. Mais avec les travaux et tout... Ah ouais, relou. Ouais. Mais ça va. On a du tété, donc c'est OK. Et du coup, tu embrasses cette grossesse. Oui. Finalement, tu acceptes que ça soit une fille. Il n'y a pas de problème. Tu Oui. te sens capable de gérer ce lien mère-fille. Et puis, en fait, la fatigue et les émotions me rattrapent. Et là, je me rends compte que tous les X temps, j'ai des angoisses. Mais pas des petites, vraiment des grosses, avec des gros chagrins. Et en plus, je culpabilise parce que je me dis, mais mon Dieu, on me dit que les émotions se transmettent. Pauvre Alba, elle va arriver en vrac, elle n'a rien demandé. Enfin, j'étais vraiment mal. Dès que j'avais une émotion négative, je voulais vraiment l'exclure, quoi. Ouais. Donc, tu culpabilises, etc. Et là, je parle avec une amie qui est sage-femme. Et qui me donne un contact d'une autre sage-femme qui fait aussi de l'hypnose conversationnelle. Incroyable. Donc en fait, elle fait des massages quand tu es enceinte. C'est merveilleux, oui. Oh, oui. Et en plus des massages vraiment doux où elle appuie sur des points, etc. Et en fait, à la fin du massage, elle me demande les points que j'ai préférés, où il y avait une émotion particulière, etc. Et moi, c'est vrai que, mon Dieu, ça me faisait beaucoup de bien quand elle était au niveau de ma tête, des épaules et du dos. Et en plus, t'es là avec ton petit coussin d'allaitement. Oui, d'allaitement, oui. Et franchement, des émotions de dingue. Qui ressortent. Qui ressortent. Vraiment, j'ai même des petites larmes, etc. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et là, en fait, elle commence à te parler avec une voix merveilleuse, une bienveillance qui transperce son corps. Et ah oui, il y avait un moment donné aussi où elle avait mis sa main sur mon torse, donc la sienne, la mienne, et en fait, on respirait en même temps. Et j'ai appris par après qu'elle était enceinte aussi à ce moment-là. Donc, il faut s'imaginer qu'il y avait vraiment 4 cœurs qui battaient. Oh, franchement, ça, c'était le meilleur moment de ma grossesse, je pense, parce qu'il y avait une symbiose et une solidarité féminine aussi que je n'ai jamais connue. Oui. Elle voulait clairement m'apaiser de la plus douce des façons. Et donc, au moment où elle me pose toutes ces questions, elle me dit, mais OK, au niveau de ta tête, qu'est-ce que tu vois, etc. Et en fait, c'est trop bizarre. J'étais vraiment sous hypnose, hein. J'étais partie loin. Et je lui explique que là, en fait, je me vois petite dans une chambre, encore. Oui. Et je suis seule, en pleine crise. Et vraiment inconsolable, presque à me taper justement la tête contre le mur. Enfin, pas presque, je me tape la tête contre le mur. Et qu'on me laisse dans cette chambre toute seule et qu'il n'y a personne qui vient. Et au moment où elle me parle... Ah oui, toi, tu n'as pas vraiment conscience. Toi, Ah oui, je lui divulgue mon plus grand jardin secret parce que cette scène est vraiment arrivée. Sauf que tu mélanges ça avec aussi ton subconscient. Et en fait, là, je me vois arriver dans la chambre adulte qui va vers mon moi petit et qui lui fait un énorme câlin. Ah oui, et cette scène était encore maintenant, j'ai beaucoup d'émotions parce que je me console vraiment et je l'apaise. Je ne dis rien, mais je touche justement la tête et je lui dis c'est OK. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être fâché, c'est pas grave, mais ça va aller mieux. Et à ce moment-là, j'ai des frissons dans tout le corps, mais j'ai eu la réponse à toutes mes questions. C'est que je me suis dit, peu importe ce qu'elle va traverser, je serai capable de la guider et je ferai de mon mieux. Voilà, là, pardon. Ah non, ça t'excuse pas, c'est un magnifique moment. Oui, c'était... et c'est pour moi la clé de tout. Et en fait, ce moment-là, cette dame ne se rend pas compte à quel point elle m'a donné la clé, en fait, de
toutes mes réponses et que de ça, j'ai réellement envie de m'en servir, pas seulement pour moi ou pour ma fille, mais j'ai envie que ça me porte et d'aider aussi d'autres personnes en guérissant leur enfant intérieur aussi. Tellement ça m'a révélé un truc incroyable. Mais t'es devenue, du coup, la nouvelle toi. J'imagine une Anaïs beaucoup plus apaisée. Oui. Alors, certainement encore avec des triggers, certainement avec l'épuisement, la fatigue, la charge mentale. Oui. Le feu est là. Le feu, il ne partira jamais. Non. Et c'est OK. Et c'est OK. Je pense que c'est tout à fait OK, en fait. Tu vois, il y a un moment, il faut qu'on t'accepte comme tu es. Oui. Avec tes traumas que tu as guéris, tu as fait de ton mieux, en tout cas. Et franchement, je salue mais tellement le chemin que tu as fait. Et d'avoir pris conscience de ça et prendre conscience du... OK, quoi qu'il arrive, je serai là pour ma fille. Je l'apaiserai. Elle pourra traverser toutes les tempêtes. Et je pense que ça, du coup, ça, comme tu... Enfin oui, je répète ce que tu as dit, mais ça te donne les clés pour la suite, en fait. Ouais. Et peut-être que c'est même pas... C'est maintenant, peut-être avec le recul, mais ça a certainement dû être le basculement de la suite de votre histoire. Ah oui. C'est à ce moment-là, c'est comme si je voyais clair d'un coup. C'est ça. Là, j'avais eu les réponses à mes questions. À partir de ce moment-là, j'ai profité de ma grossesse. C'est ça. Et j'ai un peu levé le pied. Et moins d'être au four et au moulin, plus exactement. C'est ça. Parce que j'étais encore, malgré moi, dans ce schéma, je dois être parfaite, je dois prouver des choses, surtout que je commence un nouveau taf, donc je veux performer, je veux me montrer sous mon plus beau jour. Évidemment, en tant que sportive, évidemment, je veux continuer à aller au sport toujours, je veux pas prendre trop de poids, mais en même temps, je veux être heureuse, pas trop angoissée. Et là, je me dis, OK, reste toi-même, respire, et advienne que pourra. Et là, et je savais que j'allais être capable d'affronter n'importe quelle situation. Et ça, tu en as parlé un petit peu avec Jonathan, tu lui as expliqué? Ouais. Ah oui. Maintenant, heureusement qu'il est aussi dans tout ce truc du développement personnel, etc. Il croit beaucoup aussi à tout ce qui est énergie, vie antérieure. Donc, heureusement que je peux être vraiment moi-même à ce niveau-là. Mais je pense que tant que tu ne le vis pas, cette rencontre de ton enfant intérieur, tu ne peux pas imaginer à quel point c'est fort. Ah non, ça me bouleverse. Vraiment, c'est incroyable. Oui. Et là, c'est... Oui. Ben, merci beaucoup pour ta confiance, en tout cas, de partager merci ça. à toi. Et ton accouchement, comment il se passe? Mais ça, c'est un accouchement de rêve. D'ailleurs, je le dis à toutes mes copines, retenez que mon témoignage parce que, il ne faut pas écouter les autres trucs, sinon ça fait peur. Mais moi, en fait, j'ai accouché 3 semaines avant, donc à 37 semaines. Ah ouais. Parce qu'évidemment, comme je vivais du 100 à l'heure, je n'avais pas pris conscience réellement que je devais juste rester calme parfois. Et en fait, elle arrivait un peu plus tôt. Parce qu'elle était... col déjà ouvert. Ouais. Et je me souviens, j'étais ici à Louvain-la-Neuve. Je faisais une balade sur le temps de midi avec mes collègues. Et puis je dis, ça me tire un peu, c'est bizarre. Heureusement, je vais chez la gynécologue juste après. Elle va un petit peu regarder. J'arrive et là, sa tête. Mais mademoiselle, vous êtes déjà un peu dilatée, on va rentrer, vous gardez le bébé bien au chaud, au moins encore 1 semaine, pour pas qu'il soit prémat. Et donc j'étais là, zut, c'est vrai qu'on ne veut pas ça, absolument pas. Donc je rentre à la maison, là je m'arrête, fatalement, et je parle à la petite, je lui dis, écoute, je vois que tu es aussi impatiente que maman, mais là, pour ton bien, mon cœur reste encore 7 jours. Elle m'a écoutée. Vraiment à la 37e semaine. On est le matin, il y avait canicule, parce qu'elle est née le 14 août. Je n'ai pas retravaillé, il part à 8h30, etc. Je me souviens qu'on avait dormi dans le salon parce que notre chambre est dans une mansarde et il faisait beaucoup trop chaud. Ouais. Et là, donc il part, il me fait un petit bisou d'au revoir, voilà. Et là, je suis toujours dans mon canapé et je me dis, tiens, premier jour où je lève le pied, chill. Je vais me faire un petit déj bien plus tard parce que moi, je déjeune toujours. Et des gros déjeuners parce que je me lève pour ça, quoi. Et je me dis, non, je vais un petit peu regarder des vidéos sur les accouchements. Oh oui, j'étais dedans, quoi. Et là, j'entends comme ça. Ah, tu l'as entendu? Je l'ai entendu. C'est mon rêve d'entendre ça. C'est vrai? Ouais. Mais c'est génial. Et là, je me dis, zut, c'est vrai que j'ai pas fait mon pipi du matin, peut-être que ma vessie a explosé.
Et en fait, je me lève et là, je vois vraiment l'écoulement voilà, ce liquide fameux qui sort, quoi. Et en fait, ça continuait de couler. Ah bah oui. Et là, je me dis, zut, j'ai perdu les os. Ça faisait pas mal du tout, mais j'ai vraiment entendu. Et c'est très impressionnant de l'entendre de l'intérieur. Et du coup, là, je le rappelle, évidemment. Il est arrivé au bureau. Mon mec est banquier, donc très sérieux, machin. Il était en réunion. Et je l'appelle, je dis, mon cœur, j'ai perdu les os. J'étais excitée, mais comme une puce. Hein. Vraiment, là, j'étais high, j'étais partie. Et là, j'entends au téléphone qu'il bégaye. Je crois qu'il devient blanc. Il doit refaire la route. Et moi, je savais que j'avais 1 heure pour me préparer, que voilà, si le liquide est dans une bonne couleur, etc., tranquille. Je te jure, en tant qu'angoissée, en tout cas, j'ai quand même passé d'angoissée, stressée, chill. J'ai pris ma douche, je me suis préparée, j'ai terminé ma valise, je me suis même un peu maquillée parce que je me suis dit, j'ai pas envie que la rencontre, elle soit je suis moche, etc. Enfin, j'étais loin. Hein, Non, mais moi, j'ai fait pareil. Hein. Je me suis maquillée aussi. Vraiment, je voulais être dans les meilleures conditions possibles. J'ai mis une robe dans laquelle je me sentais bien et tout. Et j'étais juste excitée, quoi. Ah bah ouais, t'avais envie qu'elle soit là. Qu'elle soit là. Et parce que je savais que quand tu perdais les os, d'office, tu faisais pas demi-tour. T'allais avoir la rencontre. Alors que quand tu as un travail avec des contractions... Tu sais pas tellement, ouais. Non, c'est un peu plus flou. Et alors, j'arrive à l'hosto et là, les contractions commencent. C'était incroyable parce que je souffrais ma race, mais j'étais trop heureuse, quoi. Ouais. Tu sais que chaque contraction te rapproche de plus en plus à la rencontre. Et donc, je souffrais, mais mon sourire ne partait pas. Et j'arrive dans la salle de maternité. Et là, qui je vois ? Une de mes potes qui était de garde. Donc, clairement, elle me prend en charge parce qu'elle faisait des études de gynéco, etc. Et voilà, je m'entendais bien, mais sans plus. Et là, elle prend soin de moi et tout. On me met dans une salle. Et là, on m'explique qu'en fait, je suis déjà dilatée à 5. Oh, incroyable. Donc, tranquille. Je me dis, super. Là, on me met la péri. J'attends et advienne que pourra. La péri, c'était un truc qui me faisait très peur parce que avec ma maman, on tombe facilement dans les pommes avec les aiguilles, etc. Okay. Donc, j'avais vraiment peur. Déjà, quand je faisais une prise de sang, je tombais dans les pommes. Ouais. Et c'est même pas juste en regardant, c'est je sens le truc, quoi. Et en fait, je l'explique à l'anesthésiste et tout. Et en fait, je me tape des barres avec et je rigole. On faisait des... T'es euphorique, euphorique à souhait. Eux, ils ont vraiment rigolé avec moi parce que je ne prenais rien au sérieux. Je leur faisais confiance. Et t'étais heureuse. Ah oui. Je me disais, de toute façon, ici, je ne peux rien contrôler. Donc, autant leur faire confiance. Voilà. D'ailleurs, c'est le meilleur conseil que je peux donner parce que de toute façon, même s'il y a quelque chose qui se passe mal, vous n'avez pas les connaissances pour essayer de gérer la chose. Donc, autant lâcher prise. Oui. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise qui l'a fait. Donc, et l'anesthésie, enfin, la péri est mise. Et en plus, elle est trop bien mise parce que je sens toujours les contractions. Donc, ça ne m'endort pas complètement. J'ai quand même un peu mal, mais c'est juste beaucoup plus tolérable. Oui. Donc, péri parfaite. OK. On m'installe. On me met les petites jambes en l'air pour essayer de travailler un peu plus. Moi, je continue à rigoler, mais j'ai quand même une préoccupation, c'est que je n'ai pas eu mon petit-déj. Ça, c'était le plus gros stress. Je me dis, mais je n'ai pas mangé. Normalement, c'est la première chose que je fais. Là, ça fait presque 24 heures, alors que pas du tout, mais que je n'ai pas mangé. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais avoir de la force pour pousser? Mais en fait, on te dit que tu ne peux pas manger. Au cas où. Zut, si j'avais su, j'aurais vite mangé un truc dans la voiture, mais j'ai pas osé. Et j'attends. Et en fait, 2 heures après, j'étais à 9. 1 heure après, à 10. Truc de fou. Je vous dis, elle est impatiente comme moi, cette petite. Et du coup, t'as accouché en combien de temps? Pas longtemps du tout. Je suis arrivée à la maternité, il était 10 heures. 10 heures, non, plus tard, il était 11 heures. Et là, on me met la péri, etc. Et puis, j'arrive dans cette fameuse salle et j'ai accouché à 17h24. Ah, mais méga vite! Ouais. Pour un premier. Elles m'ont dit, est-ce que vous avez déjà des enfants? J'étais là, non, jamais. Si jamais t'as un deuxième... Oui, à mon avis, là, je dois filer. Ce que j'ai entendu Gaël Garcia Diaz, c'était sur les toilettes. Je ne veux pas revivre la même chose. Ouais, toboggan, quoi. Ah oui, c'est dingue. C'est rare, apparemment. Bah oui, pour un premier, c'est quand même ouf. Oui, donc du coup,
Oui, c'était hyper rapide, mais tant mieux. Ah bah oui, tant mieux. Parce que du coup, j'avais assez de force pour pousser. Et en plus, j'ai poussé assez rapidement. Hein, tout s'est bien passé. Et il se trouve que c'est ma pote, du coup, qui a dû m'accoucher. Parce que ma gynéco n'a pas eu le temps de venir. Elle pensait qu'elle avait le temps. Oui. Mais oui. Donc, accouchement incroyable. Et cette rencontre? Cette rencontre était bouleversante, comme je pense pour beaucoup de personnes. C'est qu'au moment où on me la met sur moi, j'ai vraiment du mal à me dire, mon Dieu, c'est nous qui avons créé ça. Ouais. C'est tellement... En plus, c'était une cacahuète, elle faisait 2,80 kg. Oui, elle était née 3 semaines avant. On n'était pas des gros bébés non plus. Donc, enfin voilà, et on me la met. Et là, je vois qu'elle cherche à tétouiller en plus, à mettre ses petites mains. Et elle a ce regard, tu vois, qui te transperce ton âme, là. C'est incroyable. Oh mon Dieu, je me suis dit... Moi, si je peux revivre ça... Tu sais que ça s'appelle le proto-regard. Okay. C'est une psychologue qui m'a expliqué... Parce que je n'ai pas compris, en fait. C'est marrant parce que tu dises ça. Quand mon fils est né, j'ai en fait eu ça aussi. Il est arrivé comme ça. Et j'ai vraiment eu l'impression de plonger dans un truc sans fond. Ah oui, je me souviens plus du reste. Et tu vois, d'être comme ça, de plonger dans un truc. Et en fait, ce moment-là est gravé en moi, mais j'en ai jamais vraiment parlé. Okay. Et j'en ai parlé lors d'un épisode que j'ai fait avec une maternologue. Donc, c'est une psychologue qui est vraiment spécialisée dans la maternité. Et elle me parle de ça et je dis, punaise, c'est ça. Et ça s'appelle le proto-regard. Et en fait, c'est quand la maman revit, en fait, en te plongeant dans le regard de ton enfant, tu revis toute ton enfance à toi. Ah oui, oui. Mais c'est exactement ça que j'ai eu. Oh là là, oui. C'était... T'as pas de mots, en fait, pour expliquer ce regard. Si intense. C'est comme si elle savait. Ouais. Elle sait d'où elle vient, il n'y a pas de mots. Tu vois. Ça me oui. Oui, c'était incroyable. Ah oui. Ah là là, je revis le... Oui, du coup, rencontre incroyable. Et là, je rêvais de manger après, évidemment. La pensée était toujours là. Même si j'avoue que tu oublies un peu la fin après. Hein. Tu es juste là, tu vivrais d'amour et d'eau fraîche toute ta vie. Et alors, c'est parce que je dis ça parce que le repas qu'on m'a offert, c'était des pêchotons. Super. Alors après un accouchement, t'as pas envie de ça. Non. Donnez-moi un burger, donnez-moi quelque chose de cool, en fait. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, mais enfin, comment est-ce qu'on nous traite ici? Non, je ne suis pas d'accord. Je viens donner vie et on me donne des péchotes. Non, je comprends. Oui, enfin bon, je les ai quand même mangés, mais oui, ça se passe super bien. Sauf que... ah non, je ne le vois pas tout de suite. Donc là, la première nuit se passe et là, j'arrive pas à dormir. Je suis dans une adrénaline de dingue. Oui. Je n'arrive pas à ne pas la regarder. Enfin, t'as plein d'émotions en fait. Oui. Même si tu es fatiguée physiquement, ta tête est on fire. Quoi. Oui. J'arrivais pas à enlever mon regard. Et puis, le lendemain, on a une visite de la pédiatre. Et là, en fait, il fait jour, etc. On la regarde un peu mieux. Et en fait, on remarque qu'elle a sa jambe qui a un tout petit peu de travers. Donc, avec son pied qui va vers l'intérieur. Et on me dit qu'elle a un pied beau. Là, en chute hormonale, je peux te dire que l'information est très mal passée. Parce que, évidemment, la première question que je pose, c'est « Et est-ce qu'on va vite pouvoir le remettre est-ce qu'il n'y aura pas de souci pour marcher ?» Et tout de suite, c'est ce que je me dis. Et là, le médecin me répond, « Écoutez, je ne peux pas me prononcer. » Là, mon monde s'écroule. Bah oui. Parce que je venais de vivre mon accouchement parfait, ma rencontre parfaite, une première nuit de dingue où je n'ai fait que coucouner. Où, voilà, en plus, il y a une symbiose avec mon compagnon qui est dingue. Mais vraiment, on n'en parle pas assez. Mais lui, il a eu un rôle fantastique. Quand je l'ai vu faire du pot à pot avec la petite, là, j'avais tout gagné, vraiment. Parce que je revivais, même si j'étais trop petite, mais je n'ai jamais eu du coup cette chance-là. Et rien que d'offrir ça à ma fille, j'avais limite déjà tout gagné. Et donc oui, là, mon monde s'écroule. Et je me dis, zut, qu'est-ce qu'on fait ? Je me switch tout de suite en maman lionne en essayant de trouver des solutions. Sauf que tu es en chute hormonale, donc tu ne fais que pleurer malgré toi. Bah oui. Et en même temps, je ne veux pas qu'elle ressente la peur que j'ai pour elle.
Mais on t'annonce ça, ça ne te fait pas plaisir. Évidemment. Quoi. C'est pas la vie que j'avais imaginée. Je ne m'étais pas projetée, en tout cas, comme ça. Et c'est vrai que là, mon innocence Et à est l'écho, partie. ils n'avaient pas vu. Non. Et là, c'est vrai que j'ai perdu cette innocence. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai même peur de faire un deuxième enfant, tellement j'ai eu peur. Ok. Parce que je ne m'étais pas imaginé ça. Maintenant, heureusement. Qu'est-ce qu'il en est maintenant Alors, donc, en fait, elle avait une dysplasie de la hanche. Ok. Et en fait, le pied, c'était le symptôme visible de cette dysplasie de la hanche, qui est normalement une maladie silencieuse. Donc, heureusement que son petit pied était comme ça, et donc on l'a remarqué très tôt. Et le pire, c'est que quand j'étais enceinte, je le sentais. Ah ouais. Parce que, comme quoi l'instinct, il est là, parce que je sentais beaucoup des coups d'un côté et de l'autre pas. Ah oui. Comme si le pied était bloqué, mais on ne voyait rien. Et donc, tu fais confiance. Mais évidemment. Toi, tu n'as pas les capacités. Et heureusement que je suis tombée sur, après, quelqu'un de beaucoup plus... enveloppant. Voilà. Qui m'a tout de suite rassurée en disant, mais ça arrive très régulièrement. Mais oui, les dysplasies, c'est pas quelque chose de pas commun. Non. C'est extrêmement commun. Pas du tout, mais sauf qu'à ce moment-là, évidemment, tu as un écho qui te dit, limite, c'est grave, elle ne pourra pas marcher, tu ne retiens que ça. Et alors, on a mis une attelle, en fait. Ça. Elle avait un corset comme ça, ouais. Ah, c'était très dur, ça, à voir. Tout de suite à sa naissance, Tout alors. de suite. Ah, ouais. Donc, pendant les 2 premiers mois, elle avait cette attelle. Le premier mois, 24 heures sur 24. Ah, oui. Et le deuxième mois, juste la nuit. Donc ça commence à aller. Mais c'est vrai que la première fois que tu as cette attelle, tu te dis, mon Dieu, c'est un peu barbare. Oui. En plus, c'est le début des coliques, c'est le début... Et tu sais pas la prendre comme tu non, veux. Ouais. tu ne sais pas. Et en plus, elle ne sait pas s'étirer, donc elle est frustrée. Donc, tu pleures avec elle. Enfin, elle pleure, tu pleures avec elle. Donc, oui. Ça, c'était, on va dire, un moment où j'ai perdu cette innocence de « Ah, tout est beau, tout est rose, je vis dans le meilleur des mondes ». Donc, on m'a un peu enlevé ce truc-là. Mais elle a le pied beau ou pas, finalement? Non. Pas du tout? Non. Enfin, dites. C'est dingue, hein? Ouais. Et là, on a fait la dernière écho et tout allait bien. Enfin, je touche du bois que c'est remis définitivement, mais... Et tu vois maintenant son pied nickel. Ah oui, c'était là, juste... elle se met debout et elle marche en crabe, quoi. C'est chaud. Ouais. Oh, dis mon Dieu, pas gai. Pas gai du tout. Et puis de mettre des diagnostics comme ça aussi vite, facilement, sans regarder, très brutal, de manière si violente à une maman qui vient d'accoucher, même pas 24 heures. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. On n'est pas content. Non, pas du tout. Là, pour le coup, je te jure que c'est... Pourtant, tout s'est bien passé et j'ai une petite fille merveilleuse et qui est très facile, etc. Donc, je pourrais être dans ce truc de « viens, on fait plein d'enfants ». Mais... Ça m'a laissé des marques, alors que je sais qu'il y a plus grave, que j'ai conscience de ça, mais ça m'a vraiment fait peur. Mais je comprends. Parce que je sais que on n'est pas à l'abri, que personne n'est épargné, et que si c'est pas ce souci-là, ça peut être 1000 autres. Et c'est vrai que ce petit truc-là m'a... Laisse-toi un petit peu le temps, t'es quand même encore en plein postpartum. Oui, c'est vrai. T'as encore 2 ans de postpartum. Oui, super. T'as encore un petit peu de chemin. Un petit peu, ouais. La Anaïs d'aujourd'hui, comment elle se sent? Comment elle est? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quel est le chemin sur lequel tu es aujourd'hui? Alors, au début, donc le postpartum à la maison, quand j'étais en congé de maternité, incroyable. J'ai vécu ma best life. Vraiment, parce que donc j'allaitais au début, etc. Ça, c'était pour moi le plus dur. Parce que moi, qui suis hyperactive, évidemment, j'étais obligée d'être collée, surtout que moi, elle tétait très lentement, etc. Donc pour moi, ça, c'est le plus dur. C'est limite, OK, je suis obligée d'être dans mon canapé avec la petite dans les bras. Limite, j'avais un creux dans mon canapé. Tu vois je vois très bien. Donc, il y a beaucoup de femmes qui voient très bien ce creux dans le canapé. Ce petit creux qu'on ne peut plus voir. Et oui, mais aussi, non, à part ça, je vis ma best life. Parce que j'ai qu'une préoccupation, c'est ma petite fille, mon homme, moi, ma maison. Et en fait, je veux juste prendre soin de tous ceux que j'aime. Et ça me remplissait de joie et d'une paix qui était dingue. Et surtout que j'ai pris conscience qu'avant ce congé de maternité, je ne me suis jamais posée. Ouais, c'est ça.
Et ça a été oui. révélateur. Et au contraire, t'as pas du tout basculé dans un truc super sombre de vouloir être parfaite, etc. Tu te laisses... Au début, non. C'est venu après. Mais au début, pas du tout. Au début, j'étais vraiment dans cette forme de bienveillance, même envers moi-même. Mais c'est venu par après, cette pression. Au moment où j'ai commencé à reprendre le travail, même un peu avant, quand j'ai eu le feu vert pour même retourner au sport, etc., là, je me suis dit, OK, on met les bouchées doubles, on essaye de retrouver son poids, de retrouver sa forme, son périnée bien solide. Tout ça, quoi. Oui, je me suis mis la pression, même les relations avec ton compagnon. Je voulais aussi remettre vite ça en place parce que, voilà... Tu veux pas qu'il parte, tu veux... Non, ça reste je quand veux même l'entretenir. Voilà, donc c'est vrai que ce côté je veux être parfaite revient... Allez, au bout de 2 mois, je dirais. Ouais. Et là, tu te mets une pression... est-ce que tu es toujours aussi heureuse ou tu sens que... Je suis entre les deux, c'est-à-dire que je suis toujours heureuse, mais je sens que si je ne fais pas quelque chose, je peux vite me perdre. Et sauf qu'après, je reprends le boulot. Après 4 mois, 3 mois et demi, où je dois laisser la petite. Et là, en fait, je pète un câble. Pas tout de suite, mais je me dis, zut, je ne suis pas du tout prête en fait à la laisser. Ce que me demande la société, c'est en fait ce que j'ai subi toute ma vie, c'est de faire oui, amen, de rentrer dans ce moule de « Ah bah, tu viens d'avoir un enfant, mais c'est pas grave, reprends ton poids, habille-toi bien, sois souriante, ne te plains pas, ne sois pas fatiguée, travaille, rentre chez toi. » Et ta petite vie avec ton homme aussi, fais à bouffer. Ton enfant, ne l'oublie pas, évidemment. Et repose-toi. Là, repose-toi. Attends, c'est pas possible en fait. Être 100% dans tout, même mathématiquement, c'est pas possible. Et en fait, pendant vraiment longtemps, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Et encore maintenant, j'essaye de mettre des choses en place pour éviter de rentrer dans ce tourbillon. Mais c'est pas évident. Non. Tu dois dealer entre ta culpabilité, entre tes devoirs, parce que ton frigo, il va pas se remplir. Allez, tu dois aller travailler. C'est chaud. C'est chaud. Et en même temps, j'ai envie de te dire, bah là, mes factures sont payées, certes. Avec mon mec, tout va bien. Mais moi, je suis pas heureuse parce que je vois pas assez ma fille. Clairement, ce sont des personnes à la crèche qui voient plus ma fille que moi. Et j'ai pas signé pour ça. Ouais. Enfin, je pense que personne n'a signé pour ça. Non. Et je sais qu'il y a des mamans qui, et je ne juge absolument pas, qui ont hâte de retourner travailler, qui ont besoin de ça. Et c'est génial. Mais moi, ce que je déplore et ce que je dénonce, c'est qu'on nous laisse pas le choix. Non. Et j'entends beaucoup trop de personnes se plaindre ou être malheureuses de ça, justement. Oui, de l'un ou l'autre, en fait. Oui. C'est que... En fait, on accepte, on n'a pas notre mot à dire. Et en fait, on vit dans une société qui ne priorise pas la vie de famille. Non. Mais comment tu veux créer des bonnes personnes si la base n'est pas là, en fait? Non, tout à fait. Et donc, tous les jours, je te jure, et c'est fatigant parce que je suis dans cette révolte qui est mélangée à mon devoir. Je ne veux délaisser personne, je ne veux qu'on manque de rien. Mais... c'est trop. C'est trop. C'est trop. Ouais. Si j'avais... si t'as les clés... En fait, là, tu viens de me ôter tous les mots de la bouche. Je n'ai absolument plus rien à dire parce que... Ouais. T'as tout dit. Oui, c'est vraiment révoltant. C'est révoltant et je pense que les seules choses qu'on peut faire, c'est, en tout cas, faire ce que tu viens de faire. Dénoncer. Dénoncer, de raconter sa réalité, qui n'est pas... la réalité de tout le monde, mais en tout cas, on peut retrouver l'une ou l'autre chose et agir dans le collectif. C'est ça, oui. Il faut que le féminisme, c'est d'être dans le collectif, mais c'est aussi d'inclure les mecs avec nous. Oui. Tu vois, si nous, on milite pour notre congé maternité, mais on milite aussi pour le congé paternité. Mais clairement, c'est beaucoup trop court pour eux mais aussi. Évidemment, pour qu'ils puissent justement créer du lien avec leur enfant et pour apprendre à faire comme nous, on apprend à faire. Parce qu'on n'a que 3 mois, mais en fait, on a 3 mois pour apprendre à connaître par cœur notre enfant, à pouvoir déceler tous les pleurs, à savoir comment faire. On connaît tout. Ouais. Mais nos mecs, qui pourraient, ou le coparent, pourraient faire exactement la même chose que nous si on leur donnait cette possibilité d'avoir un congé
paternité, enfin parentale en tout cas, Oui. beaucoup plus long, adapté où on peut être à deux. Mhm. Et de continuer à militer pour nos droits, pour que la famille soit au centre. Ça ne l'est pas aujourd'hui. Ça ne l'est pas du tout. Il n'y a que la performance qui compte, c'est vite retourner au travail. C'est ça. Oui, c'est compliqué. Et à part agir ensemble, militer, le dire haut et fort, écrire. Tout ça. Il faut plus accepter, Non. je pense. Et après, on n'a pas trop le choix non plus. On est contrainte aussi d'accepter beaucoup de choses, mais en tout cas de le dire et de moins culpabiliser en fonction des curseurs que toi, tu choisis. Oui. Et puis, les curseurs peuvent évoluer aussi en fonction de l'évolution de la vie, où tu peux être très bien la première année, être très, très fort dans la maternité et être très, très fort sur ton bébé. Et peut-être un an plus tard, tu as peut-être envie de pouvoir changer un peu ton curseur, mettre le curseur un peu plus sur le boulot, mais que ton mec, en fait, puisse prendre un petit peu le relais, qu'il ait cet espace pour ça. Voilà, oui. Il y a il y a énormément de choses à dire, mais ce que tu viens de dire est très, très juste. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de dire autre chose ? Je pense que j'aimerais bien dire à toutes les personnes qui viennent de familles qui ont peut-être un mauvais commencement, peut-être les rassurer, de leur dire que c'est pas parce qu'on vient d'une famille cabossée ou qu'on a eu un manque d'amour qu'on n'est pas capable de transmettre cet amour inconditionnel, parce que c'est vraiment en nous. Et que je pense que les évolutions, les révolutions quelconques, elles naissent dans les bras de notre bébé. Et que quand on a ce petit être dans les bras, on est capable de surmonter des montagnes. Et que je n'ai jamais eu autant d'énergie, eu envie de changer de vie, de mettre tout en place pour elle, tout simplement. J'ai vraiment envie de construire un monde meilleur grâce à elle, de nous construire une vie qu'on mérite, qu'elle mérite. Et c'est vraiment en nous. Donc, ayez confiance, n'ayez pas peur. Et voilà, j'espère que ma fille, si un jour regarde ce podcast, j'espère qu'elle le saura. Mais voilà, si un jour elle doute, sache que ta maman t'aime à la folie. Mais tu peux lui dire à moi, vraiment prends ton temps. Hein. Tu peux lui dire ce que tu as envie, vraiment. Oui. Je bouge mes oreilles. Ma petite chérie d'amour, sache que tu es venue vraiment pour me combler comme je n'aurais jamais pu imaginer, et que je serai toujours là pour te guider, pour te guider dans ton développement personnel, et tu ne manqueras jamais, mais jamais d'amour, mon cœur. Et tu peux faire des bêtises, tu peux rire, tu peux être libre, tout simplement, tu peux être toi. Et sache que l'amour ne se mérite absolument pas. On a tous droit à l'amour. Merci Anaïs. Merci à toi. Merci beaucoup. Vraiment, je suis hyper touchée. Merci pour ta générosité et pour ta confiance. C'était incroyable. Merci vraiment de m'avoir donné ma chance. À bientôt. Salut. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Planète Daron. J'espère qu'il vous aura plu, touché, rassuré, déculpabilisé ou peut-être même inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez plus une seconde à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez aussi noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préf. C'est vraiment la meilleure façon de me soutenir et de faire grandir ce podcast. Merci d'être là. Et je tiens à remercier une fois de plus Sparren de soutenir Planète Daron. C'est aussi grâce à eux que cet épisode existe. C'est à consommer sans modération, alors profitez-en. Et surtout, prenez soin de vous, vraiment soin de vous. À très vite pour un nouvel épisode. Axe.